There are some things you can't run from. And there are some things that never die. The human brain is a complicated bitch. Once an image is burned in, it's scarred there forever. Salut Mehdi. Yeah Thierry. Salut tout le monde, bienvenue dans la soirée classée 18+, une soirée mensuelle qui arrive en fait tous les premiers dimanches du mois. Et donc cette fois-ci, donc on rappelle le principe de la soirée classée 18+, c'est consacré au jeu 18+. Et donc déconseillé à la vente au moins de 18 ans. Une petite précision, sur la dernière soirée classée 18+, on a eu des petites remarques en fait sur les plateaux. Donc à savoir qu'il y avait une troisième star qui était réellement mise en avant et un peu trop mise en avant par rapport à nous. C'était l'escabeau. Donc cette fois-ci, l'escabeau est moins mis en lumière et nous un peu plus. Donc on espère que ça décevra pas beaucoup de gens, que ça choquera personne. Et on attaque tout de suite avec le contenu de l'émission. Merde. Le sommaire. Dans cette soirée, on aura donc la critique flash de Ninja Blade, relativement attendue et c'est une exclue Xbox 360. Ensuite, on aura donc une avant-première sur le prochain Ready, le prochain jeu sur les chroniques qu'on connaît bien. On enchaînera par un reportage consacré à un jeu d'aventure point and click sur PC qui s'appelle Still Life 2, donc la suite du premier Still Life bien évidemment, qui avait été remarqué à l'époque par la qualité de son scénario. Ensuite, on aura bien évidemment cette petite rubrique mensuelle que vous affectionnez particulièrement. C'est le moment de zénitude. Voilà, tout à fait. 3 minutes, pas plus, pour parler d'un jeu 3+. Et on attaquera avec les critiques. Et pour commencer, la critique de Wanted, les armes du destin. On aura ensuite de l'Afro Samouraï. On vous en avait déjà parlé dans les émissions précédentes. Là, on a la critique. Shit! Looks like this is the end for Afro Samurai. You want to help him out? Be my guest. Après Afro Samurai, dont on vous a amplement parlé dans l'émission classée 18+, avec des reportages, avec des avant-premières, des news, un autre jeu qui a été traité de façon relativement développée, Mad World. Et donc cette fois-ci, on va enfin savoir ce que ce jeu a dans les tripes. On a ensuite la critique de GTA Chinatown Wars, donc également attendu. Un GTA par émission, un GTA tous les mois. Mais c'est le standard, on devrait, tu vois, on devrait faire un GTA, même s'il n'y a pas J'en ai parlé à Rockstar, ils vont essayer de suivre la cadence de l'émission. C'est bien, c'est bien, c'est bonne initiative. Donc GTA 5, peut-être la critique dans le mois prochain, on espère. En tout cas, déjà la version DS. Et pour conclure cette soirée 18+, une critique très attendue. Vous l'aurez compris, il s'agit de Resident Evil 5. Pour cette critique, en fait, on a embauché un tout nouveau chroniqueur, donc un peu junior, qui se la pète un tout petit peu, mais la critique devrait quand même être de bonne qualité. Et en tout cas, il y aura matière à débattre. Mais tout de suite, les news. Les news, c'est parti. On commence ces news 18+, avec une grosse actualité téléchargeable. Après l'excellent Lost and Damned, dédié à GTA 4 sur Xbox 360, les DLC s'invitent en masse sur les consoles de salon. Gears of War 2, Unreal Tournament 2003, Fear 2, Call of Duty World at War, tous les derniers blockbusters 18+, semblent s'être donné le mot. Mais pour commencer, voici quelques images du DLC dédié à Saints Row 2. It's our time now. Let's get this started. Clone décérébré de GTA 4, ou plutôt GTA Vice City, ce titre Volition accueillera le 16 avril prochain sur Xbox Live et PSN le pack Ultor Exposed. Ce pack payant, malheureusement, sera téléchargeable pour 800 points Microsoft ou un peu moins de 10 € sur le PSN. Il réunira 3 nouvelles missions jouables en coop avec la star du X Terra Patrick, qui avait déjà assuré la promo du jeu. Tout un tas d'éléments de customisation supplémentaires pour continuer à humilier son avatar, plusieurs nouvelles maps multijoueurs,
6 nouveaux véhicules, et bien sûr quelques nouveaux succès ou trophées selon la console. Ultor Exposed est le premier des 3 packs annoncés pour Saints Row 2. We're gonna expose these assholes. Dispo depuis le 31 mars, le 3e map pack consacré à Gears of War 2, Snowblind, permet désormais de repeindre en rouge à grands coups de tronçonneuse des décors enneigés. Ce pack payant, téléchargeable via le Xbox Live, propose 4 nouvelles maps dont voici un aperçu. Opportunities to flank your enemies come fast and quick, so watch your back. Keep a fresh clip and blast the hell out of the other guy before he does it to you. Snow, tunnels, looming shadows, ice-cold combat. Those who risk the high ground are rewarded with some serious weaponry, but they'll also be wide open to pot shots from the enemies below. In here, fortune favors the cold. Like getting down and dirty? I bet you do. Wow, you found your place. This cold steel recycling plant has seen better days. It was far from roses to begin with. Kinda smelly. Pay attention to the central operating station and the bunkers on each side of the field. They're likely to save your hide from the waves of enemies ready to recycle you. At least they're keeping green, right? Deja vu? Hardly. This classic combat scenario returns, but now Mother Nature, in her lovely way, has decided to blast it with a shot of winter. Make sure the rear of the hangar is covered, or you'll be wide open for some chainsaw draw. Le doux bruit de la tronçonneuse un petit matin hivernal. Avoid gunfire when near the fuel pumps, or you'll find out the hard way that cold gas and hot lead don't mix. Une fois n'est pas coutume, bien malheureusement, Unreal Tournament 3 propose également son map pack gratuitement. Ah, ça fait du bien de temps en temps de se dire qu'on achète toujours son jeu 70 € et non 140. Quoique 70, ça fait mal aussi. Putain, le jeu est en train de devenir un divertissement privilégié, ça me déprime. Bon, revenons plutôt à UT3 et son titan pack gratos sorti le 20 mars dernier sur le PSN et PC. Franchement complet, plus que le pack Gears 2 en tout cas, pourtant issu du même studio de développement, ce pack comprend 11 nouvelles cartes multi, dont 8 déjà présentes dans la version Xbox 360 de ce même pack sorti plus tôt. 2 nouveaux modes de jeu, dont un permettant de trahir ses partenaires en teamplay, plusieurs nouvelles unités comme la tourelle de tir Stinger, 2 personnages inédits, Nova et Kana, sans oublier un moteur de recherche pour mod, histoire d'enrichir encore un jeu qui peine à trouver son public. D'ailleurs, Midway a récemment baissé le prix de vente d'Unreal Tournament 3, désormais accessible pour environ 10 € sur PC et le double sur console, en l'intégrant à sa toute nouvelle gamme budget, Play the Game, lancée le 3 avril dernier. D'autres titres 18+ intègrent d'ailleurs cette gamme, tels que le sympathique Stranglehold, la suite du à toute épreuve de John Woo, ou le FPS Black Sight, assez basique. Monolith et Warner Bros Interactive ont également annoncé pour la mi-avril le Toy Soldiers Map Pack pour leur FPS horrifique Fear 2. Et tenez-vous bien, il sera gratuit. Oui, gratuit. Prévu pour le PSN ou le Xbox Live, ce DLC proposera de jouer des soldats miniatures dans des arènes façon micro-machine. Il sera ainsi possible de se déplacer dans un flipper géant baptisé Snake Fist, un bac à sable ou encore les tables jonchées de pipettes d'un laboratoire. Le studio Treyarch et Activision propose depuis le 19 mars le premier map pack consacré au petit dernier de la série Call of Duty, World at War. Disponible uniquement sur Xbox 360 pour le moment, au prix de 800 points Microsoft, ce pack comprend 4 nouvelles cartes. Station, une gare souterraine sérieusement endommagée par les bombardements, proposant de nombreux abris et passages secrets, une carte idéale a priori pour du Capture the Flag. La carte Knee-Deep, jusqu'au genou, porte bien son nom puisqu'elle place les joueurs en plein marécage sur l'île de Peleliu. Knee-Deep est une carte de grande taille et donc adaptée aux teams fournis. Nightfire, dédié aux équipes de moyenne taille, met en scène la ville de Berlin ravagée par les flammes.
Et enfin, Verruct est une carte destinée au coop à 4. Les joueurs devront fonctionner en binôme avant de se retrouver aussi vite que possible au cœur d'un asile truffé de zombies. De nouvelles armes aideront d'ailleurs les joueurs à survivre. Après le DLC, les jeux téléchargeables. Le XBLA a accueilli le 1er avril dernier un titre développé en 1 an et demi par Ska Studio via la plateforme de développement XNA. Ska Studio ne se compose en fait que d'un développeur, James Silva. Ce dernier a déjà créé plusieurs shareware et freeware, tournant souvent autour de la thématique zombie. Son titre XBLA, The Dishwasher Dead Samurai, n'échappe pas à la règle puisqu'il propose d'incarner un samouraï mort-vivant. Ultra gore et doté d'un look visuel privilégiant les couleurs désaturées, ce Big Bumble propose de massacrer une tonne de zombies, cyborgs et autres robots, dont certains inspirés de l'ED209 du film Robocop. Doté d'un gameplay bien speed à base de combos et de finish moves qui éclaboussent l'écran, The Dishwasher Dead Samurai propose des modes arcade et une campagne solo jouable en coop via le système Drop-in Drop-out, ainsi que la possibilité de jouer à l'aide de la guitare périphérique de Guitar Hero. Téléchargeable pour 800 points Microsoft, ce titre souffre malheureusement de gros ralentissements lorsque la profusion des ennemis et des explosions finissent par créer un véritable maelstrom visuel. Il n'est pas impossible que l'on revienne sur ce titre le mois prochain par le biais d'une petite critique téléchargeable. Les zombies sont partout. Quelques jours avant la sortie de Dishwasher Dead Samurai sur XBLA, c'était le PSN qui accueillait son titre exclusif à la sauce Romero. Jouable en solo ou en coop, Burn Zombie Burn reprend un peu le principe du mode mercenaire de Resident Evil 5 ou du mode Horde de Gears of War 2. Le où les joueurs devront donc résister le plus longtemps possible à des vagues de zombies dans des arènes fermées tout en utilisant les éléments du décor pour faire un maximum de dégâts et de combos. Après un retour à la Seconde Guerre mondiale avec Call of Duty World at War, le Call of Duty de cette fin d'année sera la suite de Call of Duty 4 Modern Warfare. Après Call of Duty Modern Warfare 2, ce titre annoncé pour novembre 2009 marquera le grand retour du studio Infinity Ward aux commandes de la série. Vu l'attente générée par ce titre et les ambitions ouvertement affichées par le studio, Activision pouvait bien se fendre d'un petit teaser. On reste dans un contexte de guerre moderne, avec les dernières images de Operation Flashpoint Dragon Rising. Développé par l'ancien studio anglais Swordfish, absorbé par Codemasters fin 2008, ce FPS tactique utilise le moteur in-house de l'éditeur, le fameux Ego Engine. Ce moteur 3D est l'une des fiertés de Codemasters et à raison. C'est en effet lui que l'on trouve derrière les sublimes Colin McRae Dirt et Race Driver Grid. Utilisé cette fois-ci dans un contexte autre que la course automobile, on n'a plus qu'à espérer que ce moteur ne sera pas l'unique argument de ce titre, mais que le gameplay de ce Flashpoint New Look sera également à la hauteur. Car depuis le premier Operation Flashpoint, édité début 2000 par Codemasters, mais développé par le studio tchèque Bohemia Interactive, le genre a vu naître de nouveaux acteurs. On pense bien sûr à la série des Ghost Recon Advanced Warfighter, dont on attend avec impatience un éventuel mais quasi certain troisième volet. Histoire de terminer avec classe cette mini-thématique guerre moderne, avec tout le recul qu'impose cette formule, voici le premier teaser de Battlefield Bad Company 2. On ne voit rien du jeu, mais visuellement, ça pète. Pour rappel, ce jeu est en cours de production dans l'un des meilleurs studios de développement actuels, DICE, récemment à l'origine du très beau et très intéressant, bien qu'imparfait, Mirror's Edge. Pas de doute, les Suédois ont réellement le sens du design. International news, a leading arms trafficker is reported to have been found executed. Mohammed Omar bin Nasri, based in a remote part of Saudi Arabia, was in possession of over $100 million worth of small arms, ammunition, missiles, and vehicles. Hide. I wish I could tell you who to trust.
Sega est très 18+ en ce moment. Mad World, House of the Dead Overkill et maintenant Alpha Protocol. Prévu sur console next-gen et PC en octobre prochain, ce jeu d'infiltration fait immédiatement penser à Splinter Cell pour son approche a priori réaliste de l'infiltration. Mais Alpha Protocol n'est pas seulement un jeu d'infiltration, il s'agit du premier jeu de rôle d'espionnage. Ainsi présenté par Sega et son développeur, Obsidian, un spécialiste reconnu du genre, Alpha Protocol intrigue. Il faut dire qu'Obsidian possède à son actif Neverwinter Nights 2 et KOTOR 2, alias Star Wars Knights of the Old Republic 2. On ne sera pas surpris d'apprendre que le côté RPG de leur nouveau titre tient avant tout à un système d'interaction entre les personnages à la fois riche et dynamique. Les missions proposées aux joueurs seraient ainsi définies par les relations qu'il parviendra à mettre en place avec les NPC, et le scénario du jeu lui-même pourrait varier d'un joueur à l'autre en fonction de ses choix. Le scénario d'ailleurs, puisqu'on en parle, place le joueur dans la peau d'un agent du gouvernement, Michael Thornton, chargé de trouver les responsables d'un attentat en plein ciel. Espérons maintenant qu'Alpha Protocol parviendra à se détacher des Splinter et autres MGS en proposant des idées originales et un gameplay attractif. Et si la musique de ce trailer vous dit quelque chose, c'est normal. Elle est totalement pompée sur le thème de Matrix, composé par Crystal Method. Après hésitation, voici quelques images du trailer de Ninja Gaiden Sigma 2, diffusé à l'occasion de la Games Developer Conference 2009. Désolé donc pour la piètre qualité de ces images issues du site internet de Tecmo. Pour rappel, le premier Ninja Gaiden Sigma était le portage exclusif à la PS3 du Ninja Gaiden Black de la Xbox 1. Ninja Gaiden Sigma 2, toujours exclusif à la next-gen Sony, sera donc l'adaptation de l'excellent Ninja Gaiden 2 de la Xbox 360. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Plusieurs nouveautés sont attachées à ce titre. Petit 1, des bimbos. Tecmo, bien connu pour sa série des Dead or Alive ou autres DOA Extreme Beach Volley, est un éditeur qui apprécie les héroïnes aux formes généreuses et entend bien le faire savoir au monde entier. Petit 2, il s'agit du premier Ninja Gaiden réalisé sans son créateur star, Itagaki Tomonobu, qui a violemment claqué la porte de la Team Ninja et donc de Tecmo en juin 2008. Alors entre les lunettes noires de Itagaki et les décolletés des héroïnes de ce Ninja Gaiden Sigma 2, difficile de savoir pour le moment si l'on a perdu ou gagné au change. La réponse en fin d'année. On termine ces news avec quelques infos en provenance de la planète Resident Evil. On attaque avec le dernier épisode en date de Resident Evil 5, qui s'est vendu sur PS3 et Xbox 360 à plus de 110 000 exemplaires en France et en un week-end. Soit un chiffre d'affaires de 7,7 millions d'euros. La licence n'aura donc pas souffert de sa réorientation action initiée par le 4e volet de la saga. Et voici également les premières images de Resident Evil The Dark Side Chronicles. Cette exclusivité Wii fait suite au rail shooter de la console de salon Nintendo, Resident Evil The Umbrella Chronicles. On retrouvera dans ce nouvel épisode la ville de Raccoon City, ainsi que les personnages de Resident Evil 2, Claire Redfield et Leon S. Kennedy, que l'on a récemment pu voir dans le long métrage animé Resident Evil D-Generation. Allez, on se regarde ce petit trailer en priant pour que le jeu, pour l'instant sans date de sortie, soit visuellement au niveau d'un House of the Dead Overkill. Et que le scénario soit moins crétin que d'habitude. Mais là, faut pas rêver non plus. Comment on fait off? Voilà. Ouais, c'est moi le ninja des news. J'arrive, tac, je tranche les news. C'est pour parler de Ninja Blade. C'est parce qu'il y a la critique flash. Allez. Depuis sa présentation début septembre 2008, Ninja Blade n'a cessé d'être comparé à son illustre concurrent Ninja Gaiden. Il faut dire que dès la diffusion des premières images du jeu, les inspirations du développeur japonais From Software semblaient évidentes. À No Life, on a d'ailleurs été les premiers à souligner le manque d'originalité du jeu, qui semblait en plus proposer un gameplay moins profond que celui dont dispose le titre de Tecmo. Mais les apparences sont parfois trompeuses et Ninja Blade s'avère en fait nettement plus intéressant qu'à première vue. L'histoire est en revanche assez anecdotique.
Le joueur incarne Ken Ogawa, un puissant ninja, membre du groupe unifié d'intervention, de détection et d'élimination. Ce dernier a été appelé en renfort suite à l'apparition d'un mystérieux ver qui se répand à une vitesse phénoménale au sein de Tokyo. Ce parasite contamine toutes les personnes qui entrent directement en contact avec lui. Les infectés deviennent alors hyper violents, allant même jusqu'à manger les autres humains ayant le malheur de se trouver à proximité. Ken Ogawa et son groupe d'intervention sont donc chargés de mettre fin à cette menace. Ninja Blade se présente comme un beat'em all ultra dynamique. Tout est mis en œuvre pour que le joueur ne puisse pas souffler une minute. On enchaîne ainsi les dizaines de petits monstres sans intérêt, puis les énormes boss sans aucune pause. Des boss qu'il sera d'ailleurs nécessaire d'éliminer en appliquant une stratégie bien précise. Pour l'araignée géante que l'on rencontre au début du jeu, il faudra par exemple couper ses pattes, puis lui asséner plusieurs coups puissants afin de l'anéantir. Le gameplay est assez basique. Ken Ogawa peut donner des coups faibles mais rapides et des coups puissants mais lents. Il peut également sauter ou encore utiliser des pouvoirs spéciaux, comme le fait de pouvoir lancer d'énormes shurikens. En entrant des séquences de boutons bien précises, on effectuera des combos qui incluront parfois des QTE. Appuyer au bon moment infligera alors plus de dégâts, mais surtout, Ken effectuera des mouvements bien plus classe. Car oui, à l'image de Hayabusa Ryu, le héros de Ninja Gaiden, Ken Ogawa est également un poseur, un vrai. De ceux qui vont faire un salto au-dessus de l'ennemi juste pour la beauté du geste. Les QTE, on les retrouve aussi lors des combats face aux boss. Mais contrairement à bon nombre de jeux, ces phases ne sont pas désagréables car tout est fait pour que le joueur n'en ressorte pas frustré. Si on loupe un bouton, on revient par exemple immédiatement au début de la séquence, sans subir aucun temps de chargement si ce n'est un petit rewind très furtif. Ces QTE s'inscrivent parfaitement dans le prolongement des combats. On évite ainsi l'habituelle coupure brutale cassant irrémédiablement le rythme du jeu. Pour le reste, Ninja Blade donne dans le classique, avec entre autres la vision ninja. Elle permet à la manière de Face dans Mirror's Edge de voir les éléments de décor avec lesquels interagir, ainsi que les points faibles des ennemis. Pour se déplacer, Ken Ogawa utilise des techniques vues et revues dans les jeux de ce type. On a donc droit à des courses murales ou encore à l'utilisation du grappin. Il dispose bien sûr de plusieurs armes, plus ou moins rapides et puissantes, qui permettent de tuer différents types d'ennemis. Des armes que l'on pourra upgrader plus tard dans l'aventure. Avec Ninja Blade, on n'est donc pas en terrain inconnu, loin de là. Mais le fait est que l'on ne s'ennuie pas. Même si l'action est assez répétitive et les ennemis peu variés, on continue sans se lasser à trancher les monstres de toutes sortes. En plus, visuellement, le jeu s'en tire assez bien, avec de jolis effets spéciaux et une mise en scène très péchue. Malheureusement, on remarque assez vite certaines carences handicapantes. Tout d'abord, le jeu est court. Moins de 10 heures suffiront pour tout boucler. La rejouabilité est en plus quasi nulle car il n'existe pas de mode multi ni de bonus à débloquer. Autre point faible, les personnages ne dégagent aucun charisme. Ken Ogawa est par exemple une pâle copie de Hayabusa Ryu, un simple poseur à qui il manque l'élégance et la classe du héros de Ninja Gaiden. Enfin, d'un point de vue narratif, le jeu ne présente tout simplement aucun intérêt. Ninja Blade est donc au final une sorte de Ninja Gaiden casual. Peu de sang, des membres qui ne tombent pas sous les coups d'épée, une frustration moindre pour le joueur, un challenge nettement moins ardu, mais une action intense et des moments réellement jouissifs. Voilà ce que propose le jeu de From Software. Reste à savoir si le joueur est prêt à mettre 60 € sur la table pour se le procurer. Pas sûr, surtout que des bons jeux d'action à ce prix, la Xbox 360 n'en manque pas. Dans le jeu vidéo, il y a des adaptations qu'on attend et des adaptations qu'on n'attend pas. 50 Cent par exemple, dont on avait parlé dans la dernière émission, qui avait beau être vaguement sympathique, c'était loin d'être un grand jeu. Par contre, un personnage qu'on aimerait voir adapté, qui a été adapté déjà une fois avec une grande qualité, c'est le personnage de Riddick, incarné par Vin Diesel, qui avait fait l'objet de 2 films déjà, Pitch Black, un petit film de genre, dans le genre survival, très très efficace, avec un travail sur la lumière qui était exceptionnel, avec une galerie de personnages qui était vraiment bien brossée, et c'était une vraie surprise à l'époque. Et ça avait révélé le réalisateur David Towie, qui ensuite avait poursuivi son univers avec les Chroniques de Riddick. Donc un film pour moi un petit peu plus boursouflé, on va dire, puisqu'il avait cette fois-ci volonté d'être un blockbuster, donc un film avec de la thune, etc. Donc on avait des décors qui partaient dans l'océan, des effets spéciaux, etc. Je pense que l'identité du personnage s'est vaguement perdue. Par contre, c'est un personnage qu'on a, en tout cas pour moi, je sais pas si c'est le cas pour toi, qu'on a envie de jouer. Ouais. On a envie d'être Riddick. Et donc du coup, genre, ils ont fait un premier jeu qui était un FPS, donc les Chroniques de Riddick,
un FPS avec une petite orientation survival, infiltration. Donc c'était pas genre tu te pointes à la tu te pointes comme dans un Call of Duty, tu joues dans tout ce qui bouge. C'est au contraire tu te planques, tu joues avec l'ombre. Donc si vous avez vu les films, vous le savez. Riddick, il aime bien l'obscurité, parce qu'il a les yeux super laser qui lui permettent de voir dans l'obscurité. Cool. Il s'était fait opérer en prison et tout. Nice. J'aime bien Riddick, moi. Et donc ils vont sortir une deuxième adaptation de ce personnage dans les Chroniques de Riddick, Assault on Dark Athena, dont on va voir tout de suite l'avant-première. They say hope begins in the dark, but most just flail around in the blackness, searching for their destiny. The darkness, for me, is where I shine. Il est de retour. Riddick, le serial killer Nick Talop aux yeux trafiqués en prison, est de retour. Apparu pour la première fois dans le film de David Towie, Pitch Black, en 2000, ce personnage a été créé par Jim Wett et Ken Wett, scénaristes jusque-là de La Mouche 2. Autant dire qu'il a dû se passer quelque chose dans leur vie. Une lecture acharnée des meilleurs comic books de ces 10 dernières années, une intervention divine peut-être. Quoi qu'il en soit, ce personnage a immédiatement explosé l'écran grâce au talent de David Towie et au charisme de l'acteur Vin Diesel révélé par le film. Depuis, Riddick a donné lieu à un second film, une série animée et un jeu vidéo, Escape from Butcher Bay, qui prit un peu tout le monde par surprise à sa sortie. Ce premier jeu sorti en 2004 sur Xbox et PC est d'ailleurs offert dans une version next-généisée avec sa suite The Chronicles of Riddick, Assault on Dark Athena. Ce jeu se présente a priori comme un FPS de base. Et puis très vite, il apparaît évident que face à des drones, Riddick n'est pas Marcus Phoenix. Traqué à l'intérieur d'un énorme vaisseau spatial, le Dark Athena, qui sert de prison et d'usine clandestine à des mercenaires, le joueur devra donc tirer parti des zones d'ombre, un peu à la manière de Sam Fisher, version License to Kill, pour survivre et éliminer ses ennemis. Visuellement, le jeu est sobre mais léché. Riddick peut activer ses yeux bioniques pour voir en pleine obscurité et s'aider du décor pour prendre ses ennemis par surprise. On pense à Splinter Cell donc, la vue subjective et la tchatch en plus. Car si Vin Diesel prête bien évidemment sa voix caverneuse à Riddick, d'autres acteurs de prestige font partie du casting du jeu. I could. However, when I help people, they end up dead. Comme Lance Henriksen par exemple, connu pour avoir joué Bishop dans Aliens et qui incarne ici le personnage de Dasher. And you're not a prisoner either. What the hell are you? I'm Hell's messenger. Name's Riddick. Car ce FPS infiltration se la joue aussi jeu d'aventure, par la présence de personnages intéressants, avec lesquels il sera possible d'interagir à l'aide de dialogues à choix multiples par exemple. You don't want to remember me. Côté action, mis à part la dimension féline du personnage de Riddick, l'accent a également été mis sur le corps à corps et les contres. Les combats sont ainsi aussi spectaculaires que sanglants, et les ennemis ne se défendent pas mal non plus. Le joueur pourra récolter sur ses ennemis de multiples armes blanches, comme un couteau, une matraque, mais on ne sait pas encore si la petite cuillère du second film fera partie de son attirail. Il pourra également utiliser les armes des drones, en soulevant leur corps percé de coups de couteau, et même traîner leurs cadavres pour les faire disparaître dans le noir. Ces nouvelles chroniques de Riddick promettent donc énormément, d'autant que pour la première fois, la série proposera 6 modes multijoueurs différents, dont un mode Pitch Black. Mais ça, on en reparlera dans la critique le mois prochain. Le jeu d'aventure point and click est revenu sur le devant de l'actualité depuis quelques temps, en particulier grâce au Runaway qui avait été sorti par ce studio de développement espagnol et édité en France et un peu partout ailleurs par Focus, qui avait rencontré un vrai succès d'estime auprès des fans et relancé un peu un genre moribond qui survivait, on va dire, parmi une communauté de fans et dans certains territoires comme par exemple l'Allemagne où le marché du PC est encore très très fort. Et là donc, grâce au succès de Runaway, on a un certain nombre de jeux
qui sont lancés dans ce genre, et dont Still Life, qui avait marqué un petit peu à l'époque de sa sortie, développé par un studio français. Non, développé en fait à Montréal, mais c'était Microids qui était l'éditeur, et à Montréal, ils avaient sorti ce premier jeu qui était très polar, un petit peu inspiré par Seven, et la suite, là, arrive, développée par un nouveau studio, donc Still Life 2, et par un studio qui s'appelle Gameco, et donc une nouvelle fois édité par Microids. Nous avons rencontré la productrice du jeu, ainsi que le scénariste du jeu, qui n'avait pas participé au premier, mais qui a écrit le scénario, les dialogues, et même participé un petit peu au game design de cette suite. Donc si vous voulez en savoir un peu plus sur Still Life 2, tout de suite, un petit reportage. Après les années fastes de la grande époque LucasArts-Sierra, le jeu d'aventure point and click a été abandonné au bord de l'autoroute ludique par les éditeurs, comme un animal de compagnie fidèle mais devenu trop vieux. Certains studios ou certaines personnalités ont néanmoins poursuivi leurs efforts pour alimenter une communauté de fans et des territoires plus réceptifs au genre et aux jeux sur PC en général. On pense à Tim Schafer avec Double Fine Productions, Steve Purcell avec Telltale Games, Bill Tyler avec Autumn Moon ou encore Stevens. Des équipes se sont également révélées avec le point and click, comme Pendulo Studio avec Runaway. En France, quand on parle aventure, on pense bien sûr à l'âge d'or de la fin des années 80, début des années 90. Mais le genre, chez nous, s'est depuis longtemps réorienté vers une cible plus grand public, avec des produits multimédia et culturels, plus proches de l'encyclopédie dont vous êtes le héros que du jeu vidéo. À quelques exceptions près. Alors, le premier Still Life a été développé par l'équipe de Microids canadienne. À l'époque, on avait un studio à Montréal. Il a été développé entre 2004 et 2005. Il a été sorti en avril 2005, en France en tout cas. J'avais entendu parler de Still Life avant de travailler sur la suite, mais je n'y avais pas joué. Et à partir du moment où le projet a été proposé à Game Consulting, j'y joué, je me suis empressé d'y jouer. J'ai passé un bon moment. Et j'ai apprécié notamment l'ambiance très forte, les personnages, la qualité de la réalisation et de la mise en scène. Still Life était en effet un thriller qui mettait en scène un agent spécial, un profiler, nommé Vic McPherson. Le jeu suivait 2 enquêtes parallèles, celle de Vic, mais également celle de Gus McPherson, son grand-père, que l'on avait eu l'occasion de jouer dans le titre Post-Mortem, sorti quelques années auparavant par le même studio montréalais. L'une des bases de la série tient d'ailleurs à ce va-et-vient entre 2 personnages situés dans 2 espaces-temps différents. Et on allait s'apercevoir que le tueur, chacun avec son serial killer, avait des interférences. Et Vic, se servant des informations qu'elle glanait avec son grand-père pour résoudre sa propre enquête. Développé à Montréal tout comme Post-Mortem, Still Life a été produit par Microids, un éditeur qui s'est fait depuis quelques temps maintenant une spécialité du genre aventure avec plus ou moins de réussite. Road to India, Post-Mortem, Still Life, on s'est aperçu que progressivement notre catalogue tendait vers ce style de jeu, ce jeu d'aventure qui peut être soit poétique, soit thriller, mais avec une part scénaristique très importante. C'était ça qui plaisait et qui nous plaisait aussi de développer. Et aujourd'hui, c'est vrai que Microids a envie de continuer ces univers forts. Donc Siberia, Still Life, mais il y a aussi la série Dracula qu'on a récupérée avec le catalogue Cryo. Passé du statut de développeur à celui de producteur il y a quelques années, Microids a sorti en 2008 un nouvel épisode de la saga Dracula, et le choix de leur jeu suivant s'est vite imposé. Le premier Still Life avait en effet rencontré son public à l'époque pour s'écouler à 500 000 exemplaires à travers le monde. Still Life 2 est donc une suite logique, dont les motivations étaient également liées au scénario même du premier jeu. Ce Still Life, il y avait cette fin inachevée qui perturbait à la fois les fans, mais aussi nous en interne. Le meurtrier n'a pas été révélé parce qu'en fait, Still Life 1 à l'époque s'intégrait dans un cadre beaucoup plus vaste, qui malheureusement, par des événements économiques, n'a pas pu voir le jour. On voulait en fait lier Still Life, la version PC, dans un univers Internet. Donc il y a eu une première enquête de Vic McPherson qu'on devait résoudre sur Internet, qui nous emmenait progressivement à Chicago en 2005, et la fin devait de nouveau se jouer sur Internet. Et c'est là qu'on aurait donné comment Vic allait découvrir qui était le meurtrier. Malheureusement, on n'a pas pu terminer cette partie Internet, cette partie web, et Still Life 1 est resté avec sa fin inachevée PC.
puisque le studio canadien qui avait à l'époque réalisé Still Life 1 et Post-Mortem n'existait plus, Catherine et le directeur éditorial de l'époque, Emmanuel Noailles, ont donc commencé à chercher un studio pour développer Still Life 2. Un appel d'offres a donc été lancé auprès de plusieurs petits studios, à même de proposer un budget et un retour intéressant sur le cahier des charges défini par Microids. Et c'est Gameco, Game Consulting, qui a été choisi. Un studio jusque-là spécialisé dans l'outsourcing graphique, qui désirait par le biais de son directeur, Nicolas Bonvalet, créer une section développement de jeux. Rencontré début 2007, alors qu'il venait de terminer le jeu d'aventure Mozart, Gameco s'est lancé dans la production de Still Life 2 fin 2007. Nous avons souhaité, dans Still Life 2, à la fois faire de la continuité et de la rupture. On savait qu'on voulait offrir une nouvelle histoire. À l'époque, Emmanuel Noailles avait souhaité cette unité de temps, unité de lieu, pour vraiment s'axer sur une enquête qui soit forte en termes d'ambiance, en termes de suspense, en termes d'angoisse. Donc, il y a déjà un certain nombre de points qui étaient définis, notamment avoir 2 personnages, ce qui est caractéristique de la série Still Life et Post-Mortem. Et à la fois, il fallait insérer la fin de Still Life 1 à l'intérieur de cette nouvelle enquête. Et puis avoir un cadre contemporain, moderne, avec des références à des séries comme Les Experts, donc avoir certains types de gameplay, comme un gameplay d'investigation qui faisait appel à de la technologie comme de la police scientifique, et puis un gameplay de survie, qui lui est plus atypique dans les jeux d'aventure. Donc ça, c'est l'un des éléments en termes de gameplay, l'un des éléments vraiment nouveaux qu'apporte Still Life 2. Vic McPherson est ainsi accompagné d'un nouveau personnage, Paloma, une journaliste enlevée par le serial killer sur lequel elle enquête. Vic McPherson, please leave a message after the beep. C'est un jeu d'aventure, donc de toute façon, ce n'est pas un jeu, je dirais, d'action dans lequel il faut très très vite appuyer sur des touches. C'est pas un jeu de réflexe, mais les énigmes auxquelles on est confronté, il y a un enjeu, il y a un stress qui peut s'installer et qui, donc, dans les phases de survie, prend vraiment toute sa dimension et tout son sens. Et dans les phases d'enquête, là, cette fois-ci, on est dans un jeu d'aventure un peu plus classique, dans lequel on a plus le temps, dans lequel il faut vraiment explorer particulièrement bien son environnement, faire attention aux détails, faire des recoupements, dialoguer avec des personnages. Donc on est dans un espace de temps qui est plus lent, mais toujours avec la petite voix derrière, qui ne s'arrête jamais, qui est qu'on est dans un contexte dans lequel il y a un risque, il y a un danger, et que donc on a l'impression d'avoir le temps, mais en même temps, il faut peut-être un peu se dépêcher parce qu'il y a quelqu'un qui est en danger. Bruno Martin, qui assure Still Life 2 la double casquette de game designer et de scénariste, a commencé à travailler dans le jeu vidéo à l'époque de Cryo Interactive, sur Dragon Lore 2, entre autres. L'époque de Cryo Interactive est assez différente de celle d'aujourd'hui, notamment déjà dans la gestion du temps. C'est qu'à l'époque, on avait plus de temps pour faire les choses, c'était un peu un laboratoire, on essayait, etc. Depuis, le jeu vidéo est devenu, c'est un peu rationalisé, est devenu aussi plus une industrie, et c'est vrai que les process de fabrication sont mieux connus, mais du coup, on a moins de temps, il faut aller plus vite. C'est dans l'air du temps. Donc, il y a des avantages et des désavantages à ça. Et Still Life 2 a bien sûr connu quelques aléas au cours de sa production, liés en grande partie aux ambitions affichées au départ par Microids et Gameco. C'était un jeu d'aventure un peu atypique, donc le fait d'avoir une mise en scène comme dans Still Life 1 qui était vraiment de qualité, un scénario très présent, d'avoir un gameplay qui amenait comme des notions de stress qui dans un jeu d'aventure sont un peu particulières. Donc tout ça a fait qu'on a été confronté à pas mal de problèmes de réglage, de mise en scène, de compréhension, de difficultés. On a aussi notamment à faire un choix en termes de technique, où on est passé au début d'un choix où on était parti pour faire des graphismes en 3D temps réel, qui mélangeaient la 3D temps réel et des graphismes 2D, comme dans pas mal de jeux d'aventure en point and click. Et on s'est finalement tardivement, mais je pense qu'on a pris la bonne décision, tourné vers la 3D temps réel, notamment pour avoir une grande liberté de mise en scène, puisque c'était vraiment l'un des points très importants sur le projet, qui donne un côté cinématographique au jeu. Et le fait d'avoir des graphismes en 3D temps réel, l'énorme avantage, c'est qu'on peut placer la caméra à peu près où on veut, on peut placer beaucoup de caméras. Et donc, c'est un peu comme quand on tourne un film, si on n'a que 2 plans possibles et une pauvre petite caméra, c'est un peu difficile, alors que si on peut la mettre à peu près où on veut, en termes de mise en scène, c'est génial.
On ne sait pas encore si le jeu, lui, sera génial. Mais si techniquement Still Life 2 peine à convaincre, on espère que son scénario et le travail réalisé sur l'atmosphère du jeu seront suffisants pour séduire les fans de point and click que nous sommes. Le verdict, le mois prochain. Alors tout de suite, c'est la rubrique que vous attendez tous. C'est la raison pour laquelle vous regardez la soirée classée 18+. C'est 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+. Et ce mois-ci, c'est... Jungle Speed. Yeah. Vous connaissez Jungle Speed? C'est... Toi, tu connais? Ouais, carrément, ouais. Donc c'est un jeu de cartes avec un totem. Le but, donc on retourne un petit peu des cartes. Et les cartes possèdent une forme et une couleur. Et si jamais 2 cartes de la même forme sont retournées, c'est le premier des joueurs qui chope le totem. Donc c'est comme si on chopait la bougie là quand on se battait avec Mehdi. Ouais. Et en fait, c'est adapté sur WiiWare. Donc qu'est-ce que ça vaut? Et est-ce que... tiens, on va comme ça. T'aimes bien toi les jeux de cartes, les jeux de société un petit peu? Je suis une brute. T'es une brute? Je suis une brute... C'est pas ce qu'on m'a dit dans dans les soirées poker, mais... Dis pas ça parce que tu réveilles des feelings que j'avais essayé d'enfouir depuis pas mal de temps. Non, j'adore tout ce qui est jeu d'une manière générale et je me suis fait des soirées Jungle Speed. Donc là, c'est sur... Tu dois être un peu lent, toi, non, pour choper le totem? Non, disons que je fais preuve d'une rapidité hors du commun. C'est-à-dire, on soupçonne pas, mais j'ai subi des entraînements... On peut parler d'autre chose? Bon, en fait, on va regarder un petit peu. On 3 va minutes regarder. pas plus pour parler d'un jeu 3+, Jungle Speed. Les jeux de société adaptés en jeux vidéo ont toujours constitué une espèce d'anomalie, des titres bâtards dont on ne comprend jamais totalement l'intérêt. Pourquoi en effet jouer au Monopoly sur PC, alors que tout le sel de ce jeu provient de sa dimension sociale et donc des interactions réelles entre les joueurs? Bien sûr, il est possible de jouer à plusieurs à la plupart de ces adaptations. Mais pourquoi se tasser devant une télé, alors qu'il est si simple de se disperser autour d'une table en étant confortablement assis sur des fauteuils, des poufs, un canapé, des coussins, et que sais-je encore? Et puis difficile de négliger la dimension physique et tactile d'un jeu de société. Tenir ses cartes en main par exemple, en épiant ses voisins pour analyser leurs réactions, et vérifier que personne n'essaye de mater son jeu en douce, est un plaisir en soi. Alors à chaque adaptation, on se pose ces mêmes questions. Pour Jungle Speed, c'est encore pire. Ce jeu créé en 91 par Thomas Wierzcheks et Pierrick Yakovenko, et distribué en 2000 par les éditions Asmodée, a connu un immense succès grâce à la simplicité de ses règles et l'interaction physique permise par le truchement du totem. L'objectif du jeu, dont les règles sont fidèlement reproduites dans le titre WiiWare, consiste à se débarrasser petit à petit de toutes ces cartes en chopant un totem. Pour ce faire, les joueurs autour de la table retournent chacun leur tour une carte qui reste posée et visible pour tous. Chaque carte possède une couleur et un symbole. Si au bout de quelques tours un joueur retourne une carte portant le même symbole qu'une des cartes déjà retournées sur la table, un duel sans merci s'amorce. Le premier qui chope le totem posé au centre de la table a gagné. Le petit tas de cartes retournées du vainqueur vient alors grossir le tas du loser, qui voit du même coup la victoire s'éloigner. Bien sûr, il existe des cartes spéciales, et l'adaptation WiiWare de Jungle Speed propose d'ailleurs 2 extensions de jeu permettant d'ajouter de nouvelles cartes spéciales et de nouveaux symboles. Mais l'un des attraits de ce jeu tient au fait que les symboles sur les cartes se ressemblent beaucoup. Résultat, il n'est pas rare qu'avec la pression, un joueur craque et s'empare du totem pour finalement s'apercevoir de son erreur. Il est donc possible de faire semblant de s'emparer du totem lorsque sa carte possède un symbole proche d'une carte retournée par un autre joueur. Si ce dernier est nerveux, il peut tout à fait tomber dans le panneau et s'emparer du totem par pur réflexe. L'adaptation WiiWare, très complète, permet également de faire semblant de s'emparer du totem au risque de le faire tomber d'ailleurs. Jouable à 8 avec 4 Wiimotes et 4 Nunchuk, Jungle Speed est donc une excellente adaptation. Chaque joueur incarnera en revanche l'un des animaux proposés par le jeu, et non son Mi, qui ne servira qu'à mémoriser les records déterminés à la fin d'une partie. Graphiquement, le jeu est joli, les animations rigolotes, et franchement, ça marche plutôt bien. Mais l'intérêt de Jungle Speed tient également à la lutte pour le totem. En vrai, il n'est pas rare que 2 joueurs s'emparent du totem en même temps. S'ensuit alors une véritable lutte, qui finit généralement par un arbitrage basé sur le décompte des doigts. Le joueur ayant le plus de doigts sur le totem a gagné. C'est
Cette dimension a bien sûr disparu de cette version WiiWare, basée uniquement sur les réflexes. Pas de lutte physique, c'est le plus rapide qui gagne. On se pose donc cette question, à quand un Jungle Speed 18+? Parce que ça serait marrant de pouvoir donner des coups de boule façon Mad World à son adversaire, à l'aide de la Wiimote, ou de la secouer rapidement pour tenter de lui faire lâcher prise. Comment ça on dérape? Ah c'est vrai, c'était notre moment de zénitude. Désolé. En attendant, la version 3+ est accessible sur le WiiWare pour 1000 points, soit environ 10 €. Et maintenant, on va commencer à attaquer les critiques. Et pour commencer, une petite critique à une adaptation de film, une nouvelle fois, avec Wanted, les armes du destin. Est-ce que tu avais vu Wanted, c'était quoi le titre du film déjà? Wanted, choisis ton destin. Ouais, un truc comme ça. Alors, moi, je t'avoue que je me souviens pas de tout le titre, mais je me souviens du film. Effectivement, j'avais vu ça avec Angelina Jolie. Il devait y avoir du Morgan Freeman aussi dedans. Tout à fait, ouais, il y avait un petit rôle. Et bah ouais, enfin moi j'avais été diverti en tout cas. C'est pas non plus l'œuvre du siècle, mais c'est sympa, ces histoires d'assassins, les effets spéciaux, tout ça. Puis il y avait une mini dimension comment ça s'appelle? Non, mais genre Minority Report, tu sais, avec tu prédis l'avenir, voilà, des histoires comme ça. Et puis avec une utilisation un peu abusive de ce principe-là. Donc il y avait des bonnes idées, tout ça. Maintenant, ce que j'ai envie de savoir, c'est qu'est-ce qu'il en est du jeu, en fait, tout simplement. C'était bien foutu là dans le film, les histoires de trajectoire de balles que tu ouais, bien sûr, elle faisait comme ça. Ouais. Surtout vers, bon, je vais pas vous spoiler la gueule, mais surtout vers la fin, Angelina Jolie, elle fait un truc de dingue en 360. Le jeu. On va voir ce qu'il vaut tout de suite. En tout cas, on retrouve pas mal de petites features qui étaient présentes dans le film, dont ces trajectoires de balles. Évidemment, c'est un jeu 100% action. Et la critique tout de suite. Les adaptations de blockbusters en jeux vidéo ont fait un bond en avant qualitativement parlant depuis quelques années. Bien sûr, même dans les années 90, des exceptions existaient, comme les excellents Robocop 2 et 3 sur Amiga, la famille Adams développée par Ocean, ou le magnifique Indiana Jones et la dernière croisade de LucasArts. Mais la plupart du temps, acquérir une adaptation de film en jeu vidéo était une façon ludique de se flageller. Et puis la technologie aidant, le niveau s'est élevé. On a ainsi eu droit au Seigneur des Anneaux, les 2 tours, développé par Electronic Arts sur PS2 et Xbox, par exemple, ou encore The Chronicles of Riddick sur Xbox et PC. Alors bien sûr, Men in Black, Hellboy ou Hunter the Matrix viennent un peu nuancer ce constat, d'où une certaine circonspection quant à cette adaptation du film Wanted, financée par Warner Bros. Interactive. En 2004, le studio Warner Bros. A décidé d'investir dans le jeu vidéo, en développant une branche dédiée, Warner Bros. Interactive. Depuis, ils ont racheté pas mal de développeurs. Traveler's Tales, Snowblind Studios et bien sûr Monolith Production, dont le cofondateur avait à l'époque été débauché pour diriger cette nouvelle structure. Autant dire qu'ils prennent le jeu vidéo au sérieux. Des intentions confirmées par les titres très corrects récemment sortis par l'éditeur. Lego Batman, Speed Racer, Watchmen, The End is Night ou encore Fear 2. Wanted, tout comme Speed Racer, a été commandé à un développeur indépendant, n'appartenant pas à Warner, Green. Un nom désormais connu des gamers puisqu'il travaille également sur la version next-gen de Bionic Commando pour Capcom. Et d'ailleurs, tout comme Bionic Commando, Wanted s'inscrit dans le genre action à la 3e personne. Mais sinon, les 2 titres n'ont pas grand-chose à voir. Wanted, les armes du destin poursuit les aventures sanglantes du super tueur Wesley Gibson, incarné par James McAvoy dans le film Wanted, Choisis ton destin. Mis en scène par Timur Bekmambetov, le réalisateur russe Bling Bling de Nightwatch, ce film d'action décérébré proposait un casting de ouf que l'on retrouve en partie dans le jeu. James McAvoy donc, mais également Morgan Freeman, Angelina Jolie, Terence Stamp ou encore Thomas Kretschmann. Tous ces acteurs ont été modélisés dans le jeu et ont prêté leur voix aux personnages qu'ils incarnaient déjà dans le film, à l'exception d'Angelina Jolie. Mais cette histoire d'ordre secret de super assassin au pouvoir magique, capable d'influer sur la trajectoire des balles par exemple, est d'abord apparue sur papier. Wanted, avant d'être un film, puis un jeu, est un comics de Mark Millar et Jones, dont la publication, assurée par Topco, a débuté en 2003. Violent, adulte, ce comics mettait également en scène des super-héros, ce qui n'est plus du tout le cas du film et donc du jeu. Dans le jeu, on incarne à tour de rôle Wesley Gibson, le jeune tueur du film, et son père, Cross, lorsque Wesley était encore un bébé. Même si la vision du film est nécessaire à la bonne compréhension du jeu, avouons que le scénar n'était de toute manière pas le point fort du film. Mais cette double narration a au moins le mérite de faire avancer le scénario avec une certaine souplesse et permet aux joueurs de mieux comprendre les motivations et objectifs du Wesley.
Et puis de toute façon, ce dernier, comme le film, mise tout sur les spectaculaires pouvoirs des super tueurs incarnés. C'est à la mode en ce moment, mais il est vrai que le genre action à la troisième personne se prête très bien au contexte du film. En incarnant Wesley, il sera donc possible de se planquer derrière n'importe quel morceau de décor, ou presque. Mais contrairement à Gears of War, le système de cover, autrement dit la mécanique « je me planque, je te tue », est nettement plus rapide et incisive, quoique moins impactante. Il faut dire que Wesley, tout comme Cross son père, n'ont pas vraiment le physique de catcheur d'un Marcus Phoenix. On verra ainsi son personnage glisser sur ses genoux au-dessus d'une caisse ou passer souplement à travers une vitre. Il est également possible de switcher très rapidement d'une planque à une autre et la mécanique s'avère plutôt précise et agréable en termes de prise en main. Au fil du jeu, on apprendra à maîtriser de nouveaux pouvoirs, le principal étant la possibilité d'incurver la trajectoire de ses balles. Et pour cela, rien de plus facile. On vise avec la gâchette gauche et plutôt que de tirer normalement avec la gâchette droite, on appuie sur le bumper droit. La silhouette de la cible verrouillée apparaît alors derrière le décor et il suffit de bouger son stick pour mouvoir une petite courbe correspondant à la trajectoire de la balle. Quand la silhouette devient grisée, on relâche le bumper et la balle suit l'angle défini. De temps en temps, la caméra accompagnera la balle au ralenti afin d'obtenir des plans aussi cool que gratifiants pour le joueur. Et là, difficile de ne pas penser au magnifique Full Contact réalisé par Ringo Lam en 93, du moins si on est amateur de films HK. Après les balles aux trajectoires incurvées, on débloquera les déplacements rapides avancés. Ces derniers permettent de ralentir le temps lorsque l'on passe d'un abri à un autre, histoire de shooter un adversaire ou deux en passant. Toutes ces actions spéciales nécessitent que le joueur soit chargé en adrénaline. Il lui faudra donc abattre quelques ennemis avant d'avoir recours aux techniques avancées. En plus des 2 armes de tir qu'il peut transporter, il possède également un couteau dont il se sert en combat rapproché. Les mouvements en corps à corps sont aussi cool que violents. Tiens, ouais, t'es mort! Wow, imparable! A noter que comme dans Gears 2, il est possible de faire d'un ennemi un bouclier humain si on parvient à le surprendre par derrière. Certains ennemis se jetteront également sur le joueur façon kamikaze pour déclencher de petites séquences QTE, se concluant malheureusement toujours par la même animation. Knock knock. Enfin, des séquences de shoot plutôt variées et souvent très dynamiques viennent casser la routine du joueur et enrichir quelque peu le gameplay. Et comme dans la plupart des jeux d'action aujourd'hui, le joueur regagne sa santé en restant planqué et ne meurt que s'il est touché plusieurs fois de suite, sans avoir eu le temps de se régénérer. Wanted propose clairement un gameplay intéressant, osant innover dans le genre action à la troisième personne cover-based. On se fait très vite à la mécanique des balles aux trajectoires incurvées, tout comme on traverse rapidement les niveaux comme un chat assassin. Mais on a du mal à croire que le studio Green travaille depuis maintenant 2 ans sur ce titre, ou alors pas à plein temps. Les décors sont jolis sans plus, même s'ils proposent des effets de lumière vraiment sympathiques. On appréciera ainsi le fait de pouvoir être ébloui par le soleil, ce qui perturbe bien la visée. Mais les environnements ne semblent pas avoir tous fait l'objet du même soin, et on est clairement surpris par la taille de certains que l'on traverse en 3 minutes avant de passer au prochain. D'ailleurs, on a vite fait le tour du jeu. Il faut en effet compter quelque chose comme 6-7 heures pour terminer en mode assassin les 9 actes proposés par Wanted. Le mode assassin correspond au niveau de difficulté normal, sachant que le mode difficile n'est accessible qu'après avoir terminé le jeu. Les ennemis affichent d'ailleurs la fâcheuse tendance de se mettre un peu trop à découvert, ce qui frustre le joueur de la possibilité de leur envoyer des curve bullets derrière les oreilles. Il faudra attendre les 2 derniers actes du jeu pour que soudain le niveau de difficulté se corse. Mais l'IA des ennemis reste toujours aussi limitée, seule leur résistance est sérieusement boostée. De nombreux bonus peuvent être débloqués au fil de la partie, comme certains personnages, les boss du jeu en fait, qui peuvent être joués en recommençant une partie. Il sera également possible de ramasser dans les niveaux des bonus qui viendront remplir diverses galeries, comme des artworks, des citations de développeurs ou encore des couvertures du comics Wanted. Wanted, les armes du destin est donc un titre sympathique au gameplay innovant et agréable. Mais sa trop courte durée de vie, un niveau technique inconsistant et le poids d'une licence pas franchement sexy lui nuisent grandement. Les idées proposées par le studio Green auraient sans doute gagné à être exploitées dans un autre contexte que celui d'une adaptation de film. En fait, il aurait sans doute été nettement plus intéressant d'adapter les comics. Le jeu souffre de ses liens avec un film aussi ambitieux qu'un Triple X ou un 60 secondes chrono, et cette licence a clairement limité les développeurs dans leur travail. Wanted est un jeu que l'on aurait pu conseiller s'il avait été téléchargeable à 15-20 € sur le PSN ou le Live. Mais à 70 € en boîte...
Ok, donc tout de suite, c'est une autre critique encore. Et Afro encore Samurai. une adaptation, voilà, Afro. Donc ça arrête pas, c'est un peu la soirée des adaptations. Ouais, c'est ça. Celle-ci, donc c'est un manga donc, qui est sorti il y a très longtemps, qui est devenu ensuite un dessin animé. Et le dessin animé, enfin, est devenu un jeu vidéo. Donc, je sais pas ce que vous avez pensé, vous, du dessin animé. Moi, j'étais pas hyper fan non plus, puisque le pitch de départ était excellent. Musique de RZA. Fantastique, quoi. Un mec des Wu-Tang qui a fait la musique du film Ghost Dog aussi. Je sais pas si t'as vu Ghost Dog. Oui. Une vraie petite Je l'ai tuerie. revu récemment encore, c'est vrai que c'est une tuerie. T'avais aussi Samuel Jackson, qui était le producteur du dessin animé et qui était également la voix off des deux personnages principaux. Et puis ensuite, la réalisation. Donc c'était un style un petit peu manga, genre avec des mecs avec des sabres, etc. Sauf qu'ils parlaient comme des rappeurs. Et donc avec des dialogues d'aujourd'hui. Avec donc, de la violence aussi. Avec, oui, une violence graphique extrêmement prononcée. Et donc ouais, sympa, un épisode, 2, puis ensuite 3e, commence à t'emmerder un petit peu. Et puis au final, je trouve que ça prend jamais vraiment au-delà de son pitch. Alors c'est con dans la mesure où sur papier, vraiment, ça avait tout. Ah, il y avait de la matière, il y avait matière à faire. Ouais. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est quand même le jeu. Le jeu. Donc on va voir tout de suite la critique. Quid du jeu? Avant de devenir l'animé à succès que l'on connaît aujourd'hui, Afro Samurai est en premier lieu un doujinshi signé Okazaki Takashi, publié il y a près de 10 ans au Japon. En 2007, le célèbre studio Gonzo décide de reprendre cette œuvre pour l'adapter en série télé. Pour une fois, l'objectif est d'aller conquérir le marché américain et pas uniquement le Japon. Les 5 épisodes sont en effet coproduits avec les États-Unis. Du coup, les moyens investis sont énormes, tout du moins au niveau de la réalisation et du doublage. Les voix sont en effet assurées par de grosses stars américaines, telles Ron Perlman, Kelly Hu, mais surtout Samuel L. Jackson. Pour couronner le tout, la bande-son hip-hop est l'œuvre de RZA, membre du Wu-Tang Clan. Le résultat est particulièrement surprenant. Extrêmement séduisant sur la forme, l'animé propose une véritable expérience visuelle et sonore, destinée essentiellement à un public adulte, tant la violence y est omniprésente. Près de 2 ans après sa première diffusion aux États-Unis, c'est Namco Bandai Games qui se charge de l'adaptation en jeu vidéo. En réunissant bon nombre des acteurs ayant contribué à la renommée de l'animé d'Afro Samurai, la firme japonaise a tout de suite annoncé la couleur. L'objectif est de séduire les fans de la série. Reste à savoir si le jeu est à la hauteur de l'œuvre dont il est tiré. Dans un Japon féodal futuriste, le jeune Afro assiste impuissant à la mort de son père, assassiné par un dénommé Justice dans un combat pour le bandeau numéro 1. Selon la légende, il existe en effet 2 bandeaux détenus par les 2 hommes les plus puissants du moment. Certaines rumeurs prétendent même que ces 2 bouts de tissu confèrent à leur propriétaire des pouvoirs prodigieux. Mais pour les obtenir, la règle veut que le possesseur du bandeau numéro 1 ne puisse être défié en duel que par le détenteur du numéro 2. En revanche, ce dernier peut lui être pris à partie par n'importe quel Ronin moyen. C'est dans l'optique d'obtenir le plus précieux des 2 bandeaux que le père d'Afro a laissé sa vie. Rongé par un immuable désir de vengeance, Afro part donc en quête des 2 bandeaux afin d'affronter et d'éliminer celui qui a tué son paternel. Did I wake you, motherfucker? To summarize, the guy you're looking for. Grâce à ses capacités extraordinaires dans l'art du maniement du katana, Afro va vite s'affirmer comme un redoutable combattant, craint de tous. Afro Samurai, le jeu, reprend donc dans les grandes lignes le scénario de l'animé. Le postulat de départ reste en effet le même, mais la construction reste en revanche très différente. L'histoire est faite de flashbacks, comme à l'origine, mais dans un ordre qui perturbera à coup sûr les fans de l'œuvre originelle. À tel point que l'on se perd un peu au milieu de tous ces personnages qui disparaissent puis réapparaissent sans cesse, même si on a vu les 5 épisodes de la série. On se demande d'ailleurs comment ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir l'animé vont pouvoir comprendre quoi que ce soit. Les informations viennent tardivement et la narration est de toute manière trop décousue pour captiver un public de profanes. En revanche, l'ambiance est bien là et c'est certainement là le point le plus important. On retrouve ainsi avec bonheur les voix présentes à l'origine, à l'image de celle de Samuel L. Jackson qui double Afro ainsi que son compagnon de route Ninja Ninja.
That's 'cause I don't... De même, les musiques, toujours signées RZA, sont un vrai régal et collent parfaitement aux différentes scènes du jeu. On attend d'ailleurs systématiquement avec impatience le début d'une nouvelle scène d'action pour profiter de cette excellente bande-son. A kiss before you die. Afro Samurai ne pouvait être autre chose qu'un beat'em all, tant l'histoire semble avoir été écrite pour ce type de jeu. Quel meilleur prétexte existe-t-il qu'un enfant qui rêve de venger la mort de son père, et qui pour ça doit impérativement se confronter à des centaines d'ennemis. Le joueur dispose d'une panoplie de coups très limitée. Un premier bouton sert pour les coups faibles, un autre pour les forts, et enfin un troisième pour les coups de pied. En combinant les trois dans un ordre précis, on déclenche des combos, dans la plus pure tradition des beat'em all. En progressant dans le jeu, on gagnera des niveaux et on apprendra bien entendu de nouveaux coups, comme par exemple la parade qui permet de déstabiliser l'ennemi un court instant avant de le découper. Malheureusement, on remarque très vite que les mêmes combinaisons de coups fonctionnent pendant toute l'aventure. Mais surtout, il n'y a aucun moyen de savoir combien d'expérience on a accumulé, ni combien il nous en faut pour atteindre le prochain palier. Mais le gameplay d'Afro Samurai propose tout de même quelques subtilités intéressantes. Déjà, visuellement, le jeu n'affiche aucune indication à l'écran, ni barre de vie, ni compteur de hits. Pour savoir si l'on est en mauvais état, il faudra observer son personnage, qui rougit au fur et à mesure qu'il prend des coups. Dans le même style, plus le combo du joueur sera long et plus le sang giclera de ses ennemis. Le pendentif qui se balance au bout du katana d'Afro a aussi son importance dans le déroulement du jeu. S'il devient rouge, c'est que le joueur a réussi de bons enchaînements. S'il brille, cela signifie que l'on peut à nouveau utiliser la concentration. Cette technique se traduit à l'écran par une image ralentie en noir et blanc. Pour être utilisé, le joueur doit simplement presser la gâchette de gauche et son utilité est double. Premièrement, chaque attaque lors de ces phases de concentration permet au joueur de prendre l'avantage sur son adversaire. En combinant la gâchette avec le bouton pied, Afro effectuera par exemple une balayette qui enverra valser son ennemi en l'air. Idéal pour avoir le temps de le trancher lorsqu'il retombe. Mais l'avantage de la concentration tient surtout au fait que l'on peut découper n'importe quelle partie du corps de son adversaire de manière chirurgicale. Il suffit de charger le coup faible ou le fort, toujours en maintenant la gâchette appuyée. Une sorte de petite ligne blanche apparaît alors sur le corps de l'ennemi, elle symbolise l'endroit où viendra s'écraser la lame une fois le bouton lâché. On peut alors opter pour une coupe horizontale ou verticale selon son envie. La tête, les bras, les jambes, tout peut être tranché à l'image de ce qui se passe dans l'animé. Cela devient même un jeu lorsque Ninja demande aux joueurs de faire une petite partie de poker corporel. Chaque membre découpé retournera alors une carte tenue à l'écran par l'acolyte d'Afro. Il faudra alors faire des combinaisons comme au poker, du genre 3 bras ou 3 têtes. Et cela, juste dans le but d'obtenir un bonus d'expérience. C'est du propre. Enfin, il existe aussi l'hyperconcentration qui permet cette fois de tuer des tas d'ennemis uniquement en appuyant sur un bouton et en déterminant la direction. Afro Samurai assure là où on l'attendait et déçoit pratiquement pour tout le reste. L'ambiance est ainsi fidèle à l'animé grâce notamment aux musiques et aux voix originales. Visuellement, le jeu s'en sort en plus plutôt bien. Les effets spéciaux sont jolis, notamment lors des ralentis, et le cel shading est agréable. Mais en dépit de cette apparence alléchante, le joueur a aussi droit à des bugs de collision à répétition et à un framerate très inconstant. Le gameplay est lui aussi gâché par quelques problèmes franchement pénibles. La caméra a par exemple bien du mal à suivre l'action, et ce sera donc au joueur de la recadrer sans cesse grâce au stick droit. Ensuite, les combats sont très répétitifs, du fait notamment du peu de variété au niveau du design des ennemis. C'est bien simple, on en dénombre peut-être 10 tout au long du jeu. Pas question non plus de passer sous silence les phases de plateforme imbuvables qui parsèment l'aventure. Enfin, dans un élan de non-positivisme absolu, signalons que le jeu se boucle en moins de 10 heures et qu'il ne bénéficie d'aucun autre mode, ni multijoueur, ni solo. Néanmoins, il paraît évident que ceux qui ont apprécié l'animé savoureront ces quelques heures passées aux côtés d'Afro à balancer des combos ravageurs, faisant gicler par hectolitres le sang des ennemis. Pour les autres, ceux qui recherchent un jeu d'action fini et riche, ressortez ou procurez-vous Ninja Gaiden 2 ou Devil May Cry 4, ça évitera une déception, surtout à 60 €. Mehdi, on est en noir et blanc. On est en noir et blanc. Ouais, ça me rappelle quelque chose. Allez. On est en noir et blanc. Ouais, allez, j'y vais. Ça veut dire quoi? Non, mais ça veut dire que tu me laisses tranquille, concrètement. Salut. Mais Mehdi, laisse-moi tranquille physiquement. Ciao.
Ok, il joue pas le jeu. Donc voilà, c'est la violence, c'est Mad World. La critique tout de suite, mais pas de baffe pour Mehdi. Je suis déçu. Comment? Une critique flash pour Mad World? Mais pourquoi? Il est pas bien alors? Platinum Games, le studio fondé par les créateurs de Devil May Cry et Beautiful Joe, aurait rendu à Sega une mauvaise copie? Eh bien non, que les fans de Beat 'em All Old School se rassurent, Mad World est la réussite attendue et s'avère aussi jouissif que gore. Mais comme on avait déjà pas mal parlé de ce jeu dans les précédentes soirées classées 18+, du coup, on a décidé de faire court et d'aller droit au but. Un peu comme le jeu en fait. Mad World est un défouloir qui rappellera à beaucoup les heures passées sur des bornes d'arcade à latter du voyou à grands coups de matraque et de projections diverses. On pense à Double Dragon bien sûr, mais aussi à Dragon Ninja, Final Fight, Shadow Warrior, autant de titres où le joueur ne faisait rien d'autre que d'annihiler une tonne d'ennemis qui débarquaient par vagues dans les niveaux traversés. Mad World reprend donc ce principe basique, axé sur la notion de défouloir, en lui adjoignant quelques petits twists. Le premier, une jouabilité rendue encore plus physique et donc jouissive par le choix de la plateforme Wii et de ses manettes que l'on secoue. Le second, une direction artistique forte, privilégiant le noir, le blanc et le rouge bien sûr. Et enfin le troisième twist, un refus total du politiquement correct, le jeu affichant une violence outrancière et des excès gore plutôt inhabituels, et même carrément stupéfiants sur la console de salon Nintendo, souvent critiquée pour ses tendances casual. Au final, Platinum Games remporte son pari. Leur jeu figure parmi les plus beaux de la Logitech Wii, qui propose du coup, fait rare ces derniers temps, un titre susceptible de séduire les gamers. Le gameplay a ainsi été entièrement conçu pour que tout type de joueur puisse s'éclater. Les mouvements réalisés à la Wiimote et au Nunchuk, aussi nombreux soient-ils, sont très intuitifs. Un joueur casual pourra ainsi foncer tête baissée dans la mêlée très rapidement, d'autant que le tutoriel intégré au jeu est bien fait. Tandis qu'un hardcore gamer comprendra très vite la richesse des possibilités offertes par le jeu en termes de combos, de scoring et d'éclaboussures diverses. Histoire de briser la routine des niveaux à nettoyer, Mad World propose également des phases à moto et des minigames interludes que l'on pourra pratiquer à deux après les avoir débloqués dans le mode campagne. Et c'est d'ailleurs le seul défaut important que l'on puisse trouver au titre Sega. Si les minigames sont jouables à deux, ce n'est pas le cas de la campagne. Imaginez un peu toutes les possibilités gore d'un mode coop à deux. Ce type de jeu, totalement désinhibé et ouvertement jusqu'au boutiste, trouve en effet toute sa saveur dans le partage comme un plaisir coupable. Ceci dit, on s'amuse quand même en solo. La richesse des niveaux proposés, ainsi que des interactions et autres mises à mort qui vont de pair, font de Mad World l'un des gros titres de ce début d'année. L'ovni sanglant de la Wii. Oh, thank you. Alors dans quelques instants, vous allez pouvoir voir la critique de GTA Chinatown Wars. Mais avant, Thierry, tu vas nous expliquer pourquoi les enjeux autour de ce titre sont essentiels. C'est en fait pour Rockstar, ce jeu est très important. Puisque GTA 4, vous le savez, a nécessité des investissements énormes en termes marketing, en termes également de moyens de production, puisque c'était le premier titre de Rockstar dans la série des GTA pour une console next-gen. Et malheureusement, en fait, ils n'ont pas atteint. Ils ont énormément vendu de jeux, mais ils n'en ont pas suffisamment vendu pour rentrer dans leurs frais. Ce qui veut dire, vous le savez, il y a des menaces quand même de rachat de la part d'EA et d'autres studios sur Rockstar. Et donc, si ce GTA Chinatown Wars ne cartonne pas sur DS, on peut vraiment se poser des questions quant à l'avenir du studio. Et on espère qu'il reste indépendant parce qu'on ne sait pas ce que signifiera un rachat. Autant ça peut très bien se passer, autant plein de choses peuvent changer. Peut-être que la liberté de ton qu'avait jusque-là Rockstar pourrait être réévaluée, on va dire, sinon complètement modifiée, puisqu'on ne peut pas casser l'image de marque qu'a réussi à se forger l'éditeur. C'est un peu ce qui lui permet justement de vendre autant de jeux et qu'on parle autant de lui. Mais voilà. Et donc en plus, un petit mot sur GTA Chinatown Wars. C'est un jeu sur DS. On sait que beaucoup d'éditeurs ont tendance quand même à sortir des jeux sur DS un peu à la va-vite, développés rapidement, etc. Puisqu'on est, disons que c'est la plateforme avec le parc installé le plus important aujourd'hui. Donc tu sors un jeu DS, tu vends, genre par exemple, je sais pas, on va dire une connerie comme ça au pif, 5% de plateforme de jeu par rapport à la plateforme installée.
c'est un carton. T'en as vendu un paquet, quoi. T'en as vendu un paquet. Et donc, du coup, très souvent, les éditeurs, ils sortent ça genre très vite, ils se font un peu de sous et puis ils enchaînent comme ça. Et là, c'est quand même un développement qui a nécessité plusieurs années. On parle de 3 à 4 ans de développement. Le jeu bénéficie d'un moteur 3D, comme on en a vu assez peu sur DS. Et en plus, ce qui fait le jeu a été conservé. Donc le système de mini-mission, la profondeur du scénario, et puis clairement, plein de petites idées font que ce jeu a réellement été pensé et, pour le public DS et pour cette plateforme particulière, avec l'utilisation du stylet et d'autres choses, vous allez voir. Ok, bah, génial. Mais on va voir tout ça dans la critique alors. Annoncé en catimini lors du dernier eCube, GTA Chinatown Wars a depuis été l'objet de discussions animées tournant autour de la crédibilité d'un tel projet. Développer l'un des jeux les plus sulfureux de l'histoire sur la console la plus casual qui soit semblait plus tenir de la provoque que du vrai gros projet ambitieux à la Rockstar. Si ça c'est pas pour se faire de l'argent facile sur le dos des joueurs et réinvestir dans un nouvel épisode next-gen. Voilà ce que pensaient la plupart des fans de la série qui, comme tout bon fan, détestent que l'on bouscule l'ordre établi. Oui, mais voilà, GTA c'est une institution, une saga à succès qui dépasse largement les simples frontières du jeu vidéo. Et Rockstar savait qu'en proposant un titre de qualité, la manne financière ainsi que les retombées médiatiques qui en découleraient ne pouvaient être que bénéfiques. Même si au fond, le public aurait probablement acheté un prochain GTA Next Gen sans trop se poser de questions si cet épisode DS était raté. Ah ouais, parce qu'on vous l'a pas dit, ce GTA sur DS est une petite bombe. Avec Chinatown Wars, le joueur poursuit la saga Liberty City. Mais après un court aparté aux côtés des motards de Lost and Damned, c'est à nouveau un immigré, Wang Li, qui est au cœur du scénario de ce GTA. Contrairement au Serbe Niko Bellic, lui ne vient pas pour vivre le rêve américain. Non, il a quitté sa Chine natale pour les États-Unis afin de venger son défunt père, un riche mafieux sauvagement assassiné à Hong Kong. Enfin, venger... Wang Li n'est pas fou, il souhaite avant tout assurer son héritage en se faisant bien voir de la famille. Pour ce faire, sa première mission est de livrer une épée ancestrale à son oncle Kenny. Une relique censée assurer à ce dernier une place plus qu'honorable au sein des triades de Liberty City. Mais dès son atterrissage, Wang Li tombe dans une embuscade. Laissé pour mort au fond d'un lac par ses agresseurs, le jeune parvient à se sortir de la voiture dans laquelle il était prisonnier. Une arrivée en fanfare, donc. Mais son long voyage au cœur de Liberty City ne fait pourtant que commencer. Rockstar Leeds est parvenu avec ce Chinatown Wars à retranscrire sur la portable de Nintendo l'ambiance propre à la série. Et ce, malgré les limitations techniques de la console. On retrouve ainsi les thèmes chers aux développeurs, drogue, sexe, crime. La version DS n'a en rien été édulcorée par rapport à ses consoeurs sur console de salon. Bien au contraire. Malgré tout, le ton de cet épisode est très différent de celui d'un GTA 4 par exemple. Sur le fond, le scénario est tout aussi sombre, mais la manière de l'aborder a radicalement changé du fait de la puissance toute relative de la DS. Le ton est globalement plus léger, et l'humour tient donc une place plus importante dans ce volet. Chaque scénette, même la plus glauque, est prétexte à une ou deux bonnes vannes qui font systématiquement sourire. Les cinématiques sous forme de BD fonctionnent quant à elles très bien. Aussi étonnant que cela puisse paraître, malgré l'absence de voix et donc la simple présence de sous-titres, les équipes de Rockstar sont parvenues à donner à chaque personnage une véritable identité. Les différents protagonistes croisés ne se ressemblent jamais. En contrepartie, les moments d'introspection de Bellic et la poésie dégagée par certaines images de GTA 4 ont disparu. Mais il paraît de toute façon évident que ce choix s'imposait de lui-même, tant le réalisme du 4e épisode était à des milliers d'années-lumière de ce qu'il était possible de faire avec la DS. Le principal challenge pour Rockstar, c'était bien entendu d'intégrer tous les éléments du gameplay de la série. De ce point de vue-là, le résultat est tout à fait impressionnant. Tout, mais alors tout ce qui fait la force d'un GTA se trouve dans cet épisode sur DS. Carjacking, course-poursuite endiablée avec les flics, gunfight sanglant avec d'autres gangs, rien n'a été oublié, y compris la tonne d'activités annexes qu'il est possible d'effectuer. Mais le joueur est comme d'habitude totalement libre de ses choix.
Il peut à tout moment faire progresser le scénario en accomplissant diverses tâches pour les triades. Assassiner les membres d'un gang adverse, livrer tel ou tel colis à un endroit donné, voler des voitures pour participer à une course clandestine, piloter un jet ski ou un hélicoptère, incendier le magasin d'un concurrent à l'aide de cocktails Molotov fait maison, etc. Bref, des tâches dorénavant classiques pour quiconque a déjà eu affaire à GTA. Mais le joueur peut aussi décider de se balader en ville, qui est extrêmement vaste, même si elle a été amputée de l'île la plus à l'ouest à cause des capacités de stockage de la console. Il y trouvera toujours quelque chose à faire, surtout lorsqu'il s'agit de gagner de l'argent. On commence soft, avec le simple grattage de tickets qui peut rendre des services en cas de chance extrême. Faire le taxi peut également être rentable si l'on est un as du volant. Mais la plus lucrative et la plus intéressante de toutes les activités reste incontestablement le deal de drogue. Bah ouais, on est bien dans GTA. Chaque communauté, jamaïcain, irlandais, russe, afro-américain, etc., mais également les différentes organisations criminelles, possèdent ses préférences en matière de stupéfiants. Coke, Taz, calmant, LSD, bœuf, ce sera aux joueurs d'acheter puis de revendre ces substances aux bonnes personnes pour faire du profit. Une activité agréable car simplifiée par le GPS qui permet de connaître le chemin le plus court ou presque pour se rendre chez le dealer choisi. Grâce au réseau tissé, le joueur récoltera un max de fric qu'il pourra ensuite réinvestir dans l'armement ou l'achat d'appart par exemple. Pour en revenir au GPS, il est en permanence présent sur l'écran du bas, mais aussi également accessible à tout moment via le PDA de Wang, qui intègre aussi de nombreuses autres fonctionnalités. Il est ainsi possible de commander ses armes pour qu'elles soient directement livrées chez soi, ou encore de consulter ses mails ou le briefing concernant la prochaine mission. D'un point de vue plus technique, Rockstar a intégré tout un tas de mini-jeux utilisant à merveille l'écran tactile de l'ADS. Dès le départ, on doit par exemple casser la vitre de la voiture alors qu'elle glisse au fond du lac en tapotant sur le pare-brise. Lors des vols de voiture, on aura également droit à de courtes séquences timées, variant en fonction du modèle de caisse. Un coup, on devra utiliser un tournevis pour mettre le contact, un autre, il faudra connecter des fils dénudés. Autre exemple original et particulièrement bien trouvé, le fait de fabriquer soi-même les cocktails Molotov en se rendant à la station essence la plus proche. Il suffira alors de remplir les bouteilles puis de glisser une mèche à l'intérieur avant de les utiliser lors des phases de baston. Toutes ces séquences sont d'autant plus sympathiques qu'elles sont courtes, quelques secondes tout au plus à chaque fois. Il en existe des dizaines et des dizaines qui permettent toutes de constater que Rockstar maîtrise décidément son sujet, quelle que soit la plateforme sur laquelle tourne son jeu. Un constat validé par la conduite des véhicules. Étonnamment, les sensations de pilotage sont quasi similaires à ce que l'on connaissait sur console de salon, malgré la vue du dessus. La conduite est donc très intuitive. C'est aussi le cas des phases de combat avec les armes. Le système de lock est très précis et pourtant très simple. Une pression sur une gâchette permet de cibler un ennemi, puis un bouton de tirer. Seul le système pour balancer des explosifs est assez bancal. Il faut en effet utiliser le stylet pendant l'action pour toucher l'arme dont on veut se servir sur l'écran tactile, tout en dirigeant son personnage. Une opération assez périlleuse, même avec un peu d'entraînement. Avec GTA Chinatown Wars, Rockstar frappe fort. Il s'agit d'un GTA sans concession aucune, et non d'un GTA pour DS qui aurait pour seul but d'appâter le public avec un nom ronflant sur la jaquette. Tout d'abord, la réalisation est en tout point une réussite. Le moteur 3D est par exemple particulièrement impressionnant et permet un rendu de Liberty City extrêmement fidèle à ce que l'on connaissait déjà. On reconnaît par exemple la plupart des quartiers sans trop de soucis. Les musiques sont également d'une qualité assez exceptionnelle. Rarement la DS a semblé aussi bien exploitée de ce côté-là. Hip-hop, jazz, rock, tout y passe pour le plus grand plaisir du joueur. Le scénario n'a rien à envier à celui des GTA précédents. L'histoire est rondement menée et le ton plus léger confère au jeu un petit côté décalé très agréable. Mais ce qui reste le plus frappant avec Chinatown Wars, c'est l'utilisation ingénieuse des fonctionnalités de la DS. Rockstar n'est jamais tombé dans le gadget, ce qui est arrivé un nombre incalculable de fois avec d'autres développeurs. Chaque mini-jeu possède ainsi un fonctionnement très simple, mais toujours intéressant. Du coup, le jeu est très varié et le joueur ne s'ennuiera jamais. D'autant qu'il est encore une fois complètement libre de ses mouvements. Les activités sont nombreuses, très nombreuses, et certaines, comme le deal, risquent à elles seules de rendre le joueur accro. Pour compléter le tout, ce GTA DS inclut ainsi plusieurs modes multijoueurs, jouables uniquement à deux, avec une cartouche chacun. Course, petit scénario demandant aux joueurs de coopérer ou de s'affronter, du classique. L'intérêt du multi reste donc limité, mais la partie solo est tellement riche qu'on ne saurait en vouloir à Rockstar. Bon allez, je vous laisse. J'ai des calmants à refourguer avant dimanche aux Jamaïcains. Et j'ai absolument besoin de ce fric pour m'acheter de nouvelles armes et abattre ces salauds qui ont essayé de me buter.
Et à ce moment-là, le mec le regarde et lui fait... Oh putain, Mehdi, ça tourne. Ah, ok. La dernière critique. Oui, donc oui, évidemment, on suit vos réactions sur le forum. Et d'ailleurs, on a lu qu'effectivement, donc on ne voyait pas trop dans le noir, tout ça, on voyait plus l'escabeau. Donc, alors ce que je vais faire, donc ce que j'ai décidé de faire, c'est peut-être éventuellement ouvrir grand les yeux et faire un gros sourire, comme ça on me voit dans le noir. Voilà, donc ce joke de level 1 digne d'un Michel Leb à sa grande époque. Ouais. Hein, c'est simplement pour introduire la critique de Resident Evil 5. Qui avait fait polémique. Qui avait fait polémique, une fausse polémique à mon avis. Donc c'était quoi le sujet? On va sujet resituer, là c'est le Resident Evil, c'est la première fois cette fois-ci que la série en fait se situe en Afrique. Donc les zombies sont black. Et donc évidemment, tout de suite, le jeu avait été taxé, genre quasiment direct, de racisme. Ouais. De raciste. Et donc voilà, c'est quand même relativement stupide en fait, en tout cas, je sais pas ce que t'en penses. Et puis c'est pas respectueux pour les Espagnols qu'on flinguait dans le cadre. Visiblement ça choquait moins. C'est vraiment bizarre, c'était tout de suite un jeu vidéo, on a tendance à lui faire des procès d'intention, genre sur la base de quelques images, alors que sur d'autres médias, on se dit que ça se serait peut-être pas passé de la même manière. Donc voilà, c'était juste pour faire un petit point dessus, voilà, ça fait partie des petites polémiques un peu, j'ai envie de dire, un peu débiles. Mais bon, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, c'est la critique, c'est le jeu, c'est le game system. Et j'ai joué, et j'ai un paquet de trucs à dire. Et tu vas les dire juste après, si tu veux bien. Tu te souviens de Silent Hill, tout ça, où tu m'as dit non, ferme ta gueule. Ah ouais, c'est la punition. Voilà, toi tu parles après. Ok. Donc on se mate la critique. Et donc à la fin, le mec lui fait mais ce ne sont pas mes lunettes, ce sont mes narines. Si l'on en croit le forum, vous êtes apparemment nombreux à kiffer les historiques exhaustifs des jeux estampillés Capcom. Mais ce soir, on va gagner du temps en disant que Resident Evil 5 est le dernier volet en date d'une longue série qui a beaucoup œuvré pour le survival horror. Pour cet épisode, Capcom tente de conserver tous les éléments qui ont fait le succès de Resident Evil 4, tout en y ajoutant de nouvelles idées de gameplay, et surtout, ce qu'il n'a pas réussi à faire avec les regrettables Outbreak, une coop qui tient la route. Un pari plutôt risqué dans la mesure où le principe même de coopération pourrait aller à l'encontre du genre survival avec tout ce que cela implique. Mais ne vous inquiétez pas, Resident Evil 5 est avant tout un jeu d'action. L'histoire de RE5 se déroule peu de temps après l'excursion mouvementée de Léon S. Kennedy en Europe. Le marché de l'arme biologique est en pleine expansion et les terroristes se font plaisir. Pour contrer cette menace, les différents gouvernements du monde libre créent le BSAA, le Bioterrorism Security Assessment Alliance, qui compte parmi ses membres fondateurs de grands noms comme Jill Valentine, Rebecca Chambers ou encore le personnage que vous incarnez, à savoir Chris Redfield. C'est donc le grand retour du héros du premier épisode qui nous revient après avoir subi un régime très spécial à base de protéines, de blanc d'œuf et de soulevage de fonte. Une vente importante menée par un grand dealer d'armes biologiques est sur le point de s'effectuer au sein de la nation de Kijuju, en Afrique. Accompagné de la délicieuse Shiva, un agent local du BSAA, Chris est donc dépêché sur place afin de collecter des informations et éventuellement d'empêcher la transaction de se faire. À première vue, ce qui semble être au cœur du problème n'est autre qu'une version améliorée de Las Plagas, un parasite bien connu des services qui prend littéralement possession de ses hôtes pour en faire des soldats agressifs mais disciplinés. Notre duo de choc découvrira par la suite que l'ensemble cache une menace bien plus grande, le projet Uroboros. D'une manière générale, ceux qui se sont essayés à RE4 ne seront vraiment pas dépaysés, puisqu'RE5 offre sensiblement la même expérience. Vous passez donc votre temps à violenter des vagues d'infectés et de créatures à travers des levels plus ou moins inspirés. Au niveau de la prise en main, c'est du Resident Evil. Vous ne pouvez donc toujours pas tirer en vous déplaçant, ce qui est d'autant plus frustrant lorsque l'on voit ces cinématiques dans lesquelles Chris et Shiva exécutent des mouvements de dingue en shootant dans tous les sens.
La possibilité de se déplacer de côté est une bonne initiative, mais encore une fois, si on peut pas shooter, ça sert à rien. Mais cette rigidité difficilement justifiable ne pose plus de problème lorsque l'on se rend compte qu'en face, c'est pas si craignos. En effet, si en règle générale les ennemis arrivent comme des fous, en nombre et avec des intentions clairement hostiles, ces derniers se calment lorsqu'ils sont à proximité de vous, préférant attendre sagement leur tour pour attaquer. On se croirait dans un putain de RPG. Ainsi, vous êtes amené la plupart du temps à balancer des headshots à bout portant ou à mettre des crochets, un peu trop efficaces au passage, aux créatures blessées. Au niveau du bestiaire, justement, on retrouve bien évidemment de l'Africain infecté, mais aussi des classiques, comme les Lickers ou les fameux Magini à la tronçonneuse. Les boss, quant à eux, sont toujours aussi impressionnants et proposent parfois quelques challenges astucieux mêlant QTE et réflexion, mais ces derniers ne présentent vraiment pas de difficultés majeures. Bref, on a bien compris que ce Resident Evil nous permet de défoncer des hordes de monstres, mais c'est pas comme ça qu'on nous l'a vendu. Non, dans ce Resident Evil, on défonce des hordes de monstres en coop, et sur ce point, il y a des choses à dire. Toute l'expérience RE5 est donc basée sur le tag team Chris-Shiva, et force est de constater que dans la plupart des situations, cela fonctionne plutôt bien. En mode solo, vous avez la possibilité de déterminer l'attitude de Shiva parmi deux styles différents, soutien et attaque. Dans le premier mode, votre coéquipière se contente de rester à vos côtés, vous soigne quand vous en avez besoin et tire sur les ennemis à proximité. Le tout de manière relativement timide. A noter que le soin s'applique aux deux protagonistes en même temps, que Shiva combine automatiquement les herbes et qu'elle est même capable de vous ravitailler en munitions adéquates. Et ça, c'est agréable. Le mode attaque, quant à lui, permet à Shiva de prendre plus d'initiative. Elle ira au combat, ramassera tout ce qui traîne par terre et prendra éventuellement une arme plus offensive, si son inventaire le lui permet. Le tout est assez bien géré, même si l'on n'est jamais à l'abri d'une action de l'IA qui n'a pas vraiment de sens. Au niveau des interactions relatives à la coop, certains passages du jeu vous demanderont d'enfoncer une porte à deux ou de faire la courte échelle afin d'accéder à des zones essentielles. Aussi, lorsqu'il s'agit d'actionner un levier, une manivelle ou même tenir une tourelle de combat, vous avez le choix de le faire personnellement ou bien de laisser votre partenaire s'en charger. Bref, tout se vit à deux et tout se termine ensemble également, puisque la mort de l'un signifie le game over, purement et simplement. L'autre nouveauté, c'est la gestion de l'inventaire en temps réel. Vous ne pouvez plus rentrer tranquillement dans votre menu afin de faire de la place ou de vous soigner. Cette nouvelle fonctionnalité rajoute clairement une couche de réalisme, mais aussi et surtout de stress à l'ensemble. Et ça, c'est un point positif. Heureusement, les touches de la croix directionnelle font office de raccourci, un système bien pratique pour changer rapidement d'arme en plein combat. Avant chaque mission, le jeu vous propose d'organiser votre inventaire. Vous profitez donc de cette phase pour vendre toutes les pierres précieuses et les objets d'art pillés un peu partout dans les villages africains et utiliser l'or ramassé sur les cadavres afin d'améliorer votre équipement et acheter de nouvelles armes. Un peu comme ce qui se passe dans la vraie vie en fait. En gros, une gestion rigoureuse de votre inventaire sera indispensable si vous voulez vous en sortir. Pas que le jeu est dur, hein, non. C'est juste qu'avec cette abondance de munitions, d'herbes et de grenades que l'on trouve quasiment n'importe où, eh ben on est vite à court de place. Au niveau de la réalisation, RE5 explose littéralement la gueule. Et celui qui dit le contraire est probablement de mauvaise foi. L'animation, les textures, les visages, les décors, les lumières, tout est vraiment sublime. La notion de coop est exploitée comme rarement dans un jeu vidéo. Et tous les petits défauts inhérents à cette dernière s'effacent lorsqu'il s'agit de jouer online ou en écran splitté. Restent des défauts irritants, à commencer par la maniabilité, qui est, il faut bien l'avouer, la principale source de stress. C'est juste un comble pour un survival. D'autres idées un peu bêtes s'ajoutent à la liste, comme le fait de ne pas pouvoir utiliser une herbe au sol lorsque votre inventaire est plein, chose présente dans RE4, ou encore le fait de ne pas pouvoir s'échanger les armes online, chose qui n'a pas vraiment de sens. RE5 est définitivement tourné vers l'action, avec la présence de nombreux checkpoints ou encore d'idées empruntées à des titres comme Gears of War, comme la possibilité de s'adosser contre une paroi ou même de réanimer son partenaire. Le problème, c'est que cette nouvelle orientation enlève ce qu'il restait de flip à la série. L'histoire, quant à elle, semble clôturer tout un chapitre et le fait relativement bien si l'on accepte les répliques hollywoodiennes de merde et les passages trop clichés.
avec une mention spéciale pour la fin qui ne restera pas dans les mémoires. En tout cas, pas pour les bonnes raisons. On se retrouve donc avec un jeu d'action pur, excessivement beau, avec des idées originales, une histoire qui se laisse suivre, un Albert Wesker toujours aussi stylé et un mode coop très agréable. Resident Evil 5 est donc un bon jeu d'action. À des kilomètres d'un Gears of War 2, mais ça reste un bon jeu. Très loin derrière la flip que procure Dead Space, mais c'est un bon jeu. Enfin, en matière d'adrénaline et d'infecté, je préfère Left 4 Dead, mais c'est un bon jeu. Bon, après en coop, t'as... comment il s'appelle? Ok, j'arrête. J'avais des trucs à dire, je vais les dire maintenant. Fais-toi plaisir. Donc Resident Evil, c'est... moi j'aime bien, j'avoue que j'ai toujours aimé ce type de jeu, survival horror. Et Alone in the Dark, moi m'avait vachement marqué à l'époque. Ensuite Resident, j'avais joué au premier, j'avais joué au 2. C'était des jeux vraiment sympas, mais j'avoue que je ne joue pas non plus un culte faramineux à la série. Mais la série était quand même inscrite dans un genre précis, celui du survival, avec les contraintes qui allaient bien avec, etc. Et sur, genre, logiquement, tu es censé flipper. Donc c'est vrai que ce Resident Evil là, le 5, clairement, comme tu le dis dans la critique, ils sont passés à un truc beaucoup plus action, avec genre, c'est du Gears, t'as carrément la possibilité de te planquer contre les murs, donc avec des petites actions contextuelles, pas tout le temps, mais de temps en temps ils te proposent. Et t'as même des séquences, moi, qui m'ont fait penser à Gears 2. T'as une séquence où t'es sur une sorte de petit bateau, et tu dois shooter genre plein de mecs qui arrivent de partout, etc. Et moi, ça me faisait penser justement, avec des tourelles, ça faisait vraiment penser aux séquences de déplacement de troupes au début de Gears 2, où là, pareil, t'avais des ennemis qui arrivaient de partout sur des véhicules. Donc voilà, et ensuite, il y a un truc qui me fâchait un petit peu, c'est l'acte 4. Donc l'acte 4, c'est en gros, c'est la séquence Tomb Raider du jeu. Tu te demandes ce qui se passe, et genre, mais tu ne tues plus vraiment de zombies, ou de temps en temps, il y en a qui débarquent. Tu te contentes d'aller ramasser des fétiches, pour ensuite les poser genre, à un endroit donné, pour ouvrir des portes gigantesques en pierre. Et t'es là, tu fais ça genre pendant tout l'acte. Donc autant, en effet, c'est ce qu'on m'avait dit là tout à l'heure, dans Resident Evil, t'as toujours eu ce petit côté collecte, puzzle, énigme, etc. Mais là, c'est l'acte en entier qui est consacré à ça. Du style, le développeur fait son jeu, au final, au départ, il y avait 5 actes, et ils sont aperçus, oh merde, notre jeu, on le finit en 5 heures, alors il va falloir rajouter un petit truc, alors, paf, on met l'acte genre avec les énigmes à la con qu'on voit dans tous les jeux vidéo, et comme ça on augmente un petit peu la durée de vie. Et donc du coup, en effet, ça part dans tous les sens. Et c'est sans doute le principal défaut d'un bon titre, quoi. Parce que moi j'ai joué en coop, je me suis bien marré. C'est vrai que tu rigoles, visuellement, il t'éclate la gueule. C'est beau. Mais voilà, il reste des défauts qui ont du mal à passer. Enfin, bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a des trucs qui sont vraiment très très dérangeants, quoi. Super dérangeants. Une nouvelle fois, n'hésitez surtout pas à réagir sur les forums, pas seulement pour dire ce que vous pensez de l'émission, etc., mais pour vraiment parler du contenu. Et donc, par exemple, si vous n'êtes pas d'accord sur des critiques, etc., ça peut faire l'objet de débats qu'on peut ensuite relayer dans l'émission, dans des plateaux, en dire, bah voilà, un tel nous a dit ça sur telle critique, etc. Tout en sachant que si vous êtes trop violent, nous on sait retracer les IP, tout ça, et je m'occuperai personnellement des trop grandes bouches. Voilà. C'est bien. Il fait peur quand même. Ah bah 18+. Il est pas mal sur les 18+. Ah ouais. Moi je suis pas venu pour gonfler des ballons. Merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous le mois prochain. Alors je vérifie la petite date. Je crois que c'est le 3 mai. Donc le 3 mai à partir de 22h30, on aura une nouvelle fois un joli contenu avec le retour des émissions spéciales. A priori, on aurait peut-être un Retro and Magic consacré à la série des jeux Horror Soft. On aura également la critique de Chronicles of Riddick, donc le grand retour de Vin Diesel en jeu vidéo. Et on aura, même s'il a sorti Wheelman, genre il y a peu de temps, son vrai grand retour, c'est Riddick. Et ensuite, on aura également Still Life 2, la critique, Le Parrain 2, la critique, et d'autres petites surprises. A priori, c'est un mois qui est quand même un petit peu plus léger en termes d'actu. On fera notre possible pour vous fournir une émission sympathique et complète. Peut-être qu'il y aura un petit peu de cul, non? Je sais pas, il faut qu'on... Faut teaser les gens. Sans doute dans la prochaine. Peut-être. C'est du CR. Ciao. Ciao.